Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Le 22 juillet 2011, Priscilla Drey entre à l'hôpital Pellegrin au CHU de Bordeaux pour y subir une interruption volontaire de grossesse. Une opération banale et pourtant cette jeune mère de 36 ans restera hospitalisée plusieurs semaines avec un pronostic vital engagé et sortira après avoir subi une amputation des 4 membres. Elle a été victime d'une infection nosocomiale. Il y a 4 jours, le tribunal administratif de Bordeaux a établi la responsabilité du CHU. Mais au-delà de sa reconnaissance par la justice, ce drame illustre la façon dont la machine hospitalière peut dérailler et parfois broyer une vie. Surtout que l'affaire Priscilla Drey ne va pas s'arrêter là. Nous allons voir pourquoi avec mes invités. Professeur Laurent Lantieri, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de service de chirurgie plastique et réparatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous connaissez bien le cas de Madame Drey, puisque c'est l'une de vos patientes. On va comprendre pourquoi dans un instant. Mais avant, je vous propose de retrouver Madame Priscilla Drey en direct de Bordeaux. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Que s'est-il passé, Madame, le 22 juillet 2011 ? Le 22 juillet 2011, ça correspond à un moment de ma vie où on va dire que ma vie a complètement basculé. À cette époque-là, j'étais âgée de 35 ans, j'étais mère de 3 enfants, dont un bébé de 5 mois à l'époque, puisque je venais d'accoucher 5 mois auparavant. J'étais en excellente santé, très heureuse, jusqu'au jour où j'ai eu le malheur, je dis bien le malheur et c'est ça qui est dramatique, de rentrer au CHU Pellegrin de Bordeaux. Parce que comme vous l'avez dit, j'y rentre pour une intervention ambulatoire et j'en ressortirai amputée des 2 pieds et des 2 mains. Voilà, quelques mois plus tard. Alors, entre-temps, donc vous arrivez à l'hôpital le vendredi, l'opération se déroule très bien, vous rentrez chez vous le soir, et à ce moment-là, vous avez de la fièvre, vous vous sentez pas bien. C'est ça. Le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai 39,5 de fièvre. Donc, je suis consciencieuse. On m'a remis une feuille la veille en expliquant que s'il y avait de la fièvre ou des symptômes un peu suspects, il fallait rappeler ou se représenter aux urgences de la maternité. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue dans ce service le samedi après-midi. Donc là, on me reçoit, c'est une interne qui me reçoit. Et je tiens à préciser que je ne verrai jamais ce jour-là le médecin de garde. Tout s'est fait par téléphone. Et je suis accueillie par une interne de 25 ans. Voilà. Qui m'écoute. Celle-ci, elle m'écoute, parce que celle du dimanche ne m'écoutera pas. Elle m'écoute. Donc tout est fait, on m'examine, on fait une prise de sang, on enlève le stérilet, il part en analyse, on a des doutes sur une infection. Bon, moi, je sais qu'après un acte chirurgical, avoir 42 fièvres, c'est pas normal, donc je réclame des antibiotiques. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on l'interne consulte le médecin par téléphone, elle me dit non. Le médecin qui est à l'hôpital mais qui ne se déplace pas. Qui ne se déplace pas, il fait tout par téléphone. Après un acte chirurgical, je reviens à l'hôpital, j'explique ce que j'ai. Il y a des symptômes, la prise de sang montrera plus tard qu'il y a un début d'infection parce qu'il y a des signes d'infection. Quelle est la raison invoquée par le médecin de garde pour ne pas vous prescrire d'antibiotiques ? Je vais vous dire quelque chose, cette phrase je m'en rappellerai toute ma vie parce que je n'ai pas compris. Quand elle me dit non, vous n'aurez pas d'antibiotiques, je lui dis mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais ma belle-sœur au téléphone, mon beau-frère est médecin, et il m'a dit demande des antibiotiques. Donc je demande. Elle me dit non, je dis mais pourquoi ? Et elle me dit, la seule explication qu'elle me donne, c'est de ne pas masquer les véritables causes. Professeur Lantieri, le professeur Lantieri, est-ce que c'est une bonne raison ? Non, c'est une mauvaise raison. Ça, c'est devenu un espèce de leitmotiv aujourd'hui où on dit les antibiotiques, c'est pas automatique. Malheureusement, c'est quand même bien pratique. Et lorsqu'on a visiblement un sepsis, même en attendant d'avoir les germes spécifiques, puisque c'était par téléculture, il me paraissait logique de mettre des antibiotiques. Quitte à masquer les causes, comme lui a dit le médecin. Ce n'est pas les causes qu'on masquera. On masquera simplement des symptômes, mais sûrement pas les causes. Et en tout cas, à partir du moment où les prélèvements ont été faits, puisqu'ils avaient été faits, le stérilet a été enlevé et envoyé en culture, il y avait forte logique de mettre une antibiothérapie large en attendant d'avoir les résultats, ne serait-ce que 24 ou 48 heures. Ça, franchement, ça ne posait pas de problème. On saura 3 jours plus tard la nature. Ça arrive dans n'importe quel acte chirurgical. On peut se retrouver dans ce genre de situation. Alors, on n'attend pas 3 jours avant de traiter et de mettre un patient sous antibiotiques. Donc vous repartez chez vous et là, dans la nuit de samedi au dimanche, votre état empire. C'est ça. Le dimanche, c'est une catastrophe à mon réveil. Parce que là, je ne peux pas marcher, je ne peux pas parler, je suis vraiment à l'agonie, donc c'est une horreur.
Et donc, pour vous dire, je gémissais à chaque respiration, je ne pouvais même pas parler. Et quand j'arrive au CHU en ambulance, envoyée par un médecin généraliste que je vois sur le bassin d'Arcachon, avec une lettre donc qui m'envoie aux urgences de la maternité, j'arrive, je me présente encore une fois devant une inter de 25 ans, qui, cette fois-ci, me prend de haut, ne me prend pas au sérieux, ne m'écoute pas, pense que je fais du cinéma, et là, je lui explique que j'ai 3 enfants, que j'ai pas que ça à faire et que je suis très mal. Et elle vous dit, je crois, on n'est pas hospitalisé pour n'importe quoi. Oui, c'est pas les généralistes qui vont décider, on n'hospitalise pas les gens comme ça. Enfin bon, elle ne croyait pas du tout, elle voulait même pas m'examiner. Elle m'a dit d'aller m'asseoir dans la salle d'attente, donc j'ai insisté pour avoir un brancard parce que je pouvais pas tenir sur mes jambes. Là, j'étais en choc septique. Hein. Donc, si vous voulez, en gros, on me laisse sur un brancard dans un couloir pendant des heures. Une prise de sang est faite et les résultats tomberont à 15 heures. Alors, j'arrive à midi. Quand vous dites que les résultats tombent à 15 heures, qu'est-ce qui tombe? Le pronostic, le diagnostic? On saura plus tard que c'est un choc septique grave. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'avant 15 heures, j'avais les pieds et les mains congelés, que mes belles-sœurs qui étaient là me massaient, et que ça, c'est des symptômes d'un choc septique. Et les incapables qui étaient là, ils n'ont même pas été capables de se rendre compte. Quelqu'un qui est allongé, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas marcher, qui a des pieds et des mains gelés, et à ce moment-là, on ne m'envoie pas en réa. Bon, alors, on va voir ça, mais le choc septique, Laurent Lantieri, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, je ne suis pas un spécialiste du choc septique, mais c'est vrai qu'on voit arriver de temps en temps des patients à la suite d'une septicémie qui se retrouvent avec une vasodilatation, les vaisseaux se dilatent, et donc le cœur ne fonctionne pas, il y a un état de choc. Et c'est lié au sepsis, aux toxines qui sont libérées par un certain nombre de septicémie, précisons ce que c'est exactement. Septicémie, ce sont des germes qui se diffusent à partir d'un foyer septique, d'un endroit où il y a une infection. Les germes se diffusent dans l'ensemble de l'organisme. Alors, Madame Drey va attendre, je crois, jusqu'à 19h. On va la retrouver dans un instant et à attendre dans un couloir d'hôpital. Est-ce que c'est à ce moment-là que sa vie a été mise en danger, le temps qu'on a perdu entre l'identification de ce qu'elle avait et finalement la réponse de l'hôpital? Alors, tout choc septique, effectivement, il y a un pronostic vital et plus on attend, plus ce pronostic devient compromis. Plus on a des risques d'avoir ces risques d'amputation. Des chocs septiques, on en voit régulièrement. Des chocs septiques aussi graves qui nécessitent des amputations, on en voit. Ça se voit en réanimation pour des raisons X ou Y. Laura, qui est une autre patiente que j'ai traitée, a eu aussi un choc septique où on a amputé les 4 membres. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus où les patients survivent. Par contre, sur une IVG, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Sur un acte programmé, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Madame Drey? Si je peux rajouter quelque chose, parce que moi, vous savez, je suis scandalisée par ce qui m'est arrivé, c'est une honte. En gros, on m'a laissé dans ce couloir jusqu'à 17h. Après, on m'a transféré aux soins attentifs. Je dis bien attentifs. On ne sait même pas à quoi ça correspond, les soins attentifs. Enfin, j'étais avec des césariennes et des personnes qui venaient d'accoucher jusqu'à 2h du matin, quand même. Hein. On a commencé une antibiothérapie dans l'après-midi, c'est tout. Mais ce que je tiens à vous dire, et je me suis renseignée sur la question, c'est qu'un choc septique, comme le dit le professeur Lantieri, ça doit être pris en charge en urgence, en réanimation, avec des soins très particuliers. C'est une urgence vitale qui se joue en minutes. Et moi, j'arrive à midi, à 15h, on a la preuve que c'est un choc parce qu'il y a des analyses qui le montrent et on transfère au déchocage à 2h du matin. Et jusqu'à 2h du matin, je reste aux soins attentifs de la maternité avec une antibiothérapie. Et c'est qu'à 19h que je verrai pour la première fois le médecin de garde. C'est à ce moment-là que l'hôpital prend l'ampleur de ce qui se passe? Juste, je termine. J'ai vu qu'un médecin anesthésiste à 17h, pour quelle raison j'ai eu une anesthésie, je ne sais pas, le médecin de garde vient qu'à 19h me serrer la main, me faire une écho et un scanner. À 19h, j'aurais pu y passer à n'importe quel moment, j'étais à l'agonie. Donc, moi, la question que je me pose, ce que je ne comprends toujours pas à ce jour, c'est pourquoi on m'a laissé agoniser dans ce service de la maternité. C'est la faute à pas de chance, monsieur Lantieri? C'est-à-dire, est-ce que ça arrive? Oui, il peut y avoir... le métier médical est un métier humain dans lequel les erreurs arrivent et elles ne sont pas forcément fautives. Ce que l'on peut quand même constater dans le dossier de Priscilla, c'est que les erreurs sont répétées et sont multiples. C'est d'ailleurs pour ça que le tribunal a jugé que le CHU, dans son ensemble, était responsable. Alors il y a une autre affaire derrière, il y a une enquête pénale sur laquelle je ne vais pas revenir, mais c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler aujourd'hui, puisqu'il y a eu un premier jugement.
avoir comme ça des pertes de chance itératives, ça peut être considéré comme fautif, alors qu'une perte de chance, une erreur diagnostique, une erreur thérapeutique peut arriver à n'importe quel moment. Notre métier est humain, il ne faut pas forcément rejeter chaque fois qu'il y a une erreur médicale la responsabilité du médecin. Nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais nous avons une obligation de moyens, et ça c'est très important. Madame Drey, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous restez dans le coma plusieurs jours. Comment se passent les jours suivants? Ben là, ma vie a basculé. Quand j'arrive à 2 heures du matin au déchoc, non, c'est mon mari que je suis entre la vie et la mort. Et à partir de ce moment-là, c'est notre vie entière qui bascule en 48 heures. Donc c'est un cauchemar qui commence pour toute une famille. Là, je présente des nécroses cutanées multiples, des semaines dans le coma. Je connais l'enfer de l'hospitalisation. Vous subissez plusieurs interventions chirurgicales, et notamment pour des autogreffes, c'est ça? C'est ça, des mois hospitalisés dans le service de réanimation des brûlés, qui est un service horrible quand on le découvre. Là, j'ai subi des amputations. Mais il faut quand même dire que dans ce service, vous avez été remarquablement bien traité par nos collègues. Qui ont tout fait pour faire le maximum, pour garder votre pain, etc. C'est horrible de se retrouver dans cette situation, mais ce n'est pas le service qui est horrible, c'est cette hospitalisation dans un service comme celui des brûlés. On se retrouve en enfer pour un patient. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vie, elle est normale, tout se passe bien, du jour au lendemain, on se retrouve dans cet univers. Petite précision, l'amputation est intervenue combien de temps après les faits, si j'ose dire? 1 mois après, fin août. Pourquoi ce délai, monsieur Lantieri? Alors, ce qui se passe et ça intervient plus d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes à cause du diamètre des vaisseaux. Dans un état de choc septique, il y a deux choses. Il y a d'un côté la septicémie, les germes qui se diffusent, et ces germes peuvent relarguer des facteurs qui vont provoquer des coagulations, des petits thrombus, des petits caillots qui vont aller dans les vaisseaux. Si en plus on rajoute là-dessus des médicaments qui sont nécessaires pour la réanimation, qui vont comprimer les vaisseaux pour que le cœur puisse fonctionner, que le cerveau puisse fonctionner, on rajoute d'un côté des caillots et de l'autre côté une constriction, et on provoque une ischémie, une absence de vascularisation, une absence d'irrigation des tissus, et qui provoque une gangrène. Et donc, avant d'amputer, en fait, on attend que le patient, à moins qu'il y ait un problème septique qui se développe sur la gangrène, c'est une gangrène sèche, c'est pas une gangrène humide au sens septique, et cette gangrène, en fait, on n'ampute qu'à la fin, une fois que les tissus n'ont pas retrouvé de vitalité. Parce que dans la situation d'urgence, on n'est jamais sûr de ce qui vit et ce qui ne vit pas, on attend que l'ensemble se délimite, c'est pour ça que ça prend du temps. Vient ensuite le temps de la reconstruction, justement, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Professeur Lantieri, je rappelle que vous êtes auteur de 7 des 10 greffes de visage réalisées à ce jour en France. Madame Drey se présente en avril 2012 à votre cabinet. Elle souhaite bénéficier d'une greffe des 2 mains. Oui, moi je la vois arriver, c'était assez poignant. D'abord, elle avait voulu me voir en consultation privée. Elle avait demandé 2 consultations privées et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je la vois arriver avec son mari qui poussait, autant dire qu'elle n'est pas venue en consultation privée, qui poussait sa chaise roulante sur laquelle elle était, amputée des deux jambes et amputée des 2 mains. Elle n'avait pas encore commencé toute sa réhabilitation. Mais elle était dans cette démarche de recherche d'avoir une greffe. Et je la vois avec son niveau d'amputation. J'ai amené ici le niveau d'amputation. Donc ça, c'est son avant-bras du côté droit. On voit le coude, ça c'est le coude et ça c'est l'avant-bras. Et elle est amputée au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire qu'elle est amputée à ce niveau-là. Et de l'autre côté, je la vois arriver où elle avait quand même, grâce à nos collègues de Bordeaux, ils avaient réussi à garder un petit bout de pouce, qui est très important pour elle, d'avoir une fonction, où elle arrive quand même à avoir une petite pince, mais elle a amputé tous les doigts. Et ça, ce sont des modèles qui ont été faits à partir des scanners, et ce qui nous permet de travailler justement pour les greffes. Et ce qu'elle demande, et ce qui était tout à fait recevable, c'est de dire, moi je sais qu'on fait des greffes de main, et ces greffes de main, on les fait depuis des années. La première greffe de main, je rappelle, c'est 1963, qui n'avait fonctionné que quelques semaines parce qu'il n'y avait pas les traitements immunosuppresseurs, et grâce au travail qui a été fait par l'équipe de Jean-Michel Dubernard, on fait, et dans le monde entier maintenant, des greffes de main. C'est certes rare, c'est certes exceptionnel, mais lorsque le patient le demande, on peut le faire. Donc elle vient pour ce projet, et nous montons un projet avec elle, pour pouvoir effectuer ces greffes. Madame Drey, vous auriez pu opter pour des prothèses. Pourquoi choisir, Monsieur Lantieri, on peut comprendre, mais pourquoi choisir des greffes de main? Déjà, dans un premier temps, j'ai porté des prothèses et c'est insupportable, c'est lourd, on transpire, c'est pas très fonctionnel. Et en gros, pour moi, les mains, ça représente la vie.
c'est le moyen de retrouver une fonction et une esthétique, hein, parce que je suis une femme, donc c'est important pour moi de retrouver une apparence esthétique et surtout une intégrité. Donc depuis le départ, au bout de la première année, ça a été comme, pas une bouée de sauvetage, mais une issue pour mon avenir. Et j'ai eu un déclic quand je regardais les infirmières à l'hôpital, parce que je regardais tout le temps leurs mains et je me disais, elles ont de la chance, elles ont des mains, qu'est-ce que j'aimerais avoir leurs mains. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est possible. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour moi. Et donc à ce moment-là, j'ai fait la démarche de rencontrer le professeur Anthiri et que je tiens à dire au passage, est la seule personne qui m'a proposé son aide, et ça je tiens vraiment à le souligner dans ce pays, hein, donc qui a accepté de faire aboutir ce projet de greffe de mon PSUP en France à l'hôpital Pompidou. Mais bon, malheureusement, qui ne pourra pas se faire. On va voir la suite. Juste une précision, monsieur Lanthiri. Vous avez vous-même réalisé une greffe de main en 2009 et une deuxième avec Laura plus récemment, l'année dernière. Est-ce que c'est une opération très complexe? Oui, c'est une opération complexe, surtout qu'il y a les deux côtés. Donc, il faut avoir plusieurs équipes. Surtout, ce qui est complexe, c'est de coordonner les différentes équipes autour. Avoir quelqu'un pour préparer un des membres du donneur, préparer un des membres du receveur, et avoir une autre équipe. Il faut brancher les nerfs, il faut brancher les veines, il faut brancher les artères, il faut brancher les muscles, il faut synthéser l'os, il faut faire une ostéotomie, couper l'os et le mettre en place. Donc ça se prépare par des dissections. Pour Laura, que nous avons greffé cet été avec l'équipe de Scott Levin aux États-Unis, on a fait des allers-retours plusieurs fois pour préparer des dissections avec toute l'équipe. On répète, on ampute sur le cadavre, on voit comment ça fonctionne, comment ça se met en place. Et ensuite, il y a une charte, il y a un tableau, et chacun a une tâche. Et on sait, il faut aller A, B, C, D, et tout ça est imprimé sur le mur, et les différentes étapes qu'il faut faire pour brancher tous les nerfs et tous les muscles pour pouvoir retrouver une fonction. Alors, Madame Drey est éligible, vous le disiez, à cette greffe, donc vous l'inscrivez sur une liste d'attente, et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, il a fallu obtenir une autorisation pour faire ces greffes. En France, les greffes sont soumises à autorisation. Nous avons les greffes de face qui ont été faites dans le cadre de la recherche, donc c'est très particulier, mais les greffes de main, qui sont maintenant depuis des années, ne se relèvent plus de la recherche. Très clairement, dans le monde entier, ça ne relève plus de la recherche. Donc nous avons demandé une autorisation, et ces autorisations sont délivrées par l'Agence régionale de santé. Donc M. Claude Evin, qui était à l'époque directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, a donné une autorisation pour que nous puissions, dans ce cadre juridique précis, faire ces greffes de main. Et à la suite de ça, nous avons pu inscrire 2 patientes, avec l'autorisation aussi de l'Agence de la biomédecine à l'époque, inscrire 2 patientes en liste d'attente, Laura, que nous avons greffée récemment, mais malheureusement pas en France, et Priscilla. Les 2 ont été inscrites régulièrement en France, et nous avions obtenu c'était en 2013, un budget exceptionnel. La direction générale de la DGOS, l'hospitalisation, avait débloqué un budget pour l'année, si on pouvait faire cette greffe, qui était de 150 000 € par patiente pour pouvoir faire ces greffes. Donc tout va bien, madame. Tout va bien, nous sommes inscrits, nous attendons éventuellement un donneur. On peut dire, oui, c'est difficile d'attendre des donneurs, ça prend longtemps. Il y avait que ces 2 patientes inscrites sur toute la France. Il n'y a pas d'autres patientes inscrites en femmes inscrites de ce groupe-là. Et les 2 patientes avaient le même groupe. Et on peut estimer, compte tenu du nombre de donneurs par an, qu'il y a à peu près 200 donneuses femmes de ce groupe sanguin, parce que ça restreint quand même, potentiellement donneuses. Et même si on n'en avait qu'une, ça nous suffisait. Donc 1 sur 200, c'était faisable. Et la première année, il ne se passe rien. 2014, il ne se passe rien. 2015, il ne se passe pas plus grand-chose. Et puis arrive 2016, où je me déplace pour aller à l'Agence de la biomédecine. Et là, on me déclare que finalement, les dossiers administratifs n'étant pas complets, et en particulier le financement n'ayant pas été renouvelé, eh bien, ces patientes avaient été retirées de liste d'attente pour des raisons administratives. Ce qui est une première en France, ça ne s'est jamais vu qu'on retire pour des raisons administratives. C'est-à-dire qu'on peut retirer pour une administrative pour aller d'une équipe à l'autre, donc c'est l'autorisation administrative. Mais l'hôpital où je suis avait décidé de retirer son autorisation administrative pour pouvoir faire ses greffes, ne finançait plus, et donc pas de financement, donc plus de greffes. Et on m'a demandé à moi d'aller informer les patients de cet état de fait. Pour vous, madame Drey, c'est la double peine. Ben, oui, effectivement, moi je suis déjà victime à la base du système hospitalier. Et là, de nouveau, du système en général, puisque bon, je suis rentrée dans un hôpital en bonne santé, j'en ressors lourdement handicapée. Et là, ce qui est aberrant, parce que on est plein d'espoir et on y croit parce qu'on est inscrit sur une liste, c'est qu'après une erreur médicale aussi grave, au lieu de chercher à me reconstruire dans ce pays, on me laisse seule face à mes problèmes. Et on refuse une réparation possible, ici.
après m'avoir fait croire et espérer. Donc effectivement, c'est encore un coup très dur à encaisser. Alors, vous le disiez à l'instant, Laura décide, même en l'absence de financement, d'aller aux États-Unis avec vous pour se faire greffer, ce qui a été le cas en août 2016 avec vos confrères américains. Comment va-t-elle aujourd'hui? Laura va très bien. Donc, la greffe a eu lieu au mois d'août 2016. Nous sommes maintenant à 4 mois et demi, presque 5 mois de ces greffes. C'est une greffe d'avant-bras, donc c'est une greffe à ce niveau-là. Donc, il faut que les nerfs repoussent. Et un nerf, c'est comme un fil électrique. C'est un câble avec une gaine de myéline à l'intérieur de l'axone et ça repousse d'1 millimètre par jour. Aujourd'hui, elle bouge les doigts, elle commence à saisir les objets. Elle commence à avoir de la sensibilité jusqu'au niveau du poignet, pas encore les doigts, donc il faut qu'elle regarde encore. Donc la fonction revient petit à petit. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle sourit. C'est qu'aujourd'hui, elle sourit. Et voilà une jeune femme qui était parfaitement autonome, puisqu'elle avait 2 prothèses myoélectriques, elle prenait sa voiture, elle avait repris, après une amputation qui était d'autre origine, qui était aussi d'origine gynécologique à la suite à un tampon sur lequel elle avait une infection. Elle avait repris des études, amputée à l'âge de 19 ans, repris des études, conduit une voiture, dirigeait une petite entreprise, enfin vraiment était extrêmement dynamique, mais voulait des mains, et on ne peut pas refuser à quelqu'un qui est aussi volontaire et qui est aussi éclairé de ne pas avoir ça. Elle ne souriait plus. Elle se renfermait de plus en plus. Aujourd'hui, Laura, elle sourit. Aujourd'hui, elle voit la vie devant elle. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en termes de qualité de vie, on a restauré quelque chose. Donc elle va très très bien. Madame Drey, vous avez choisi vous aussi de traverser l'Atlantique pour cette intervention. Je suppose quand même que ça va un peu bouleverser ou même beaucoup bouleverser votre vie quotidienne. C'est pas anodin d'aller subir une ou plusieurs interventions de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, effectivement, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je parte aux États-Unis pour cette greffe. Et certainement plusieurs mois loin de mes enfants. Et donc, bien sûr, ça implique une organisation et aussi, il faut le préciser, des dépenses importantes à assumer. Mais bon, c'est ça où, voilà, je reste ici et mon état n'évolue pas. Donc, j'ai pas trop de solutions. Monsieur Lantieri, Laura n'a pas bénéficié d'une prise en charge par l'assurance maladie pour une opération effectuée à l'étranger. Madame Dressy, comment on explique une telle différence? Je n'ai pas d'explication. Tout ce dysfonctionnement à tout point de vue a été signalé. Je suis allé au ministère, j'ai expliqué tout ce dysfonctionnement. Le défenseur des droits a écrit à la ministre et a écrit à la Caisse nationale d'assurance maladie pour avoir des explications. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Nous avons une réponse d'un point de vue loi où on dit qu'il va y avoir un article de loi qui va donner un cadre juridique, mais un cadre juridique, ça ne permet pas d'opérer, en tout cas pas les patientes qui sont là aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'on ait une réponse. Je n'ai pas d'explication pourquoi une pourrait être prise en charge et l'autre pas prise en charge. Deuxième question sur laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse. Comment ça se fait qu'on trouve un financement pour une opération qui se déroule à l'étranger? Il serait quand même plus simple de consacrer ce financement pour une opération qui aurait lieu, par exemple, dans votre service. Je n'ai pas vraiment d'explication non plus pour ce côté tout à fait irrationnel. Il y a des tas de pays qui font des greffes. Et des pays qui ont un produit intérieur brut qui est bien inférieur au nôtre. La Pologne fait des greffes de main et des greffes de face. L'Angleterre, qui est le NHS, qui est un système très socialisé, où vraiment l'argent est compté au cent près, au shilling près, a décidé que ça devrait être financé par leur système. La Turquie fait des greffes, c'est un pays qui est moins riche que nous. On peut se poser des questions de savoir pourquoi notre pays n'est plus capable de faire alors qu'elle a été leader mondial et que nous avons une expérience qui est une expérience reconnue dans le monde entier. Mais même quand il y a le financement, il est réservé pour des opérations qui auront lieu en dehors du territoire. Alors là, c'est assez surprenant. C'est qu'on dit, bah oui, vous ne pouvez pas vous faire greffer, donc vous faites greffer ailleurs. Et pour Laura, par contre, on leur a répondu, oui, effectivement, on ne peut pas vous greffer en France, alors qu'on pourrait vous faire, mais on ne va pas vous financer parce qu'un jour, vous allez pouvoir être greffé en France. Donc une histoire assez complexe qui nécessite une explication. Là, Laura et Priscilla, même s'ils ont des dépenses, sont des gens qui ont un certain nombre de moyens, mais j'ai aussi des patients qui n'ont même pas les moyens de prendre un taxi pour venir me voir et qui sont amputés des 4 membres dans la même situation et qui souhaitent aussi avoir une greffe. Et ça, il n'est pas normal, on a un régime extrêmement inégalitaire. Ce qu'il faut rajouter pour Priscilla, c'est que Priscilla est allée même beaucoup plus loin que ça. Elle s'est fait mettre des implants dans ses tibias, où elle est amputée, pour pouvoir porter des prothèses. C'est beaucoup plus efficace aujourd'hui que des prothèses externes que l'on doit changer en permanence. C'est un effort extrêmement important qu'elle a consenti, un effort où il a fallu qu'elle accepte de ne plus marcher, qu'elle accepte que ces implants se mettent en place avec les risques que ça représentait. Aujourd'hui, elle a ces implants. Ces implants n'ont pas été financés par l'assurance maladie, elle a payé entièrement de sa poche. Et il y en a eu pour, je crois, 150 000 € si je ne me trompe pas. C'est le cas, Madame Drey? Oui, l'opération a dû coûter 60 000 €. Et ensuite, il y a eu l'achat de prothèses, des prothèses spécifiques à cette opération,
qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et qui sont très très chères. Et comme il nous fallait au moins 2 paires, avec des revêtements en silicone par-dessus, on est arrivé à peu près à la somme évoquée par le professeur Montieri. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Madame Drey, en préparant cette émission, vous m'avez dit, pour résumer un petit peu cette histoire épouvantable qui vous est arrivée, qu'avec 3 grammes d'augmentin prescrits au bon moment, tout ce drame ne se serait jamais produit. Comment vous expliquez aujourd'hui, avec le recul, cet enchaînement d'erreurs ou de fautes? Justement, je n'ai pas d'explication et c'est ça que je voudrais comprendre. Comment est-il possible qu'à notre époque, quand on rentre dans un hôpital, pour être soigné, on en sort massacré, voire tué? Donc moi, aujourd'hui, j'en veux énormément à l'hôpital parce que je lui ai fait confiance. Parce que ce jour-là, quand j'ai écouté le médecin qui m'a dit ne prenez pas d'antibiotiques parce que j'étais au CHU Pellegrin de Bordeaux. Donc quand on est au CHU Pellegrin de Bordeaux, moi j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital, je connaissais rien à la médecine. On me dit pas prendre d'antibiotiques parce que ça va masquer les causes, je n'y comprends rien, j'écoute. Et j'ai fait confiance. Et ça, cette haine, je l'aurai toute ma vie. Donc j'en veux à l'hôpital et aux médecins qui ne m'ont pas pris en charge et qui sont responsables de tout ce drame. Et effectivement, d'après les experts, ce que je vous ai dit, c'est qu'avec 3 grammes d'augmentin le samedi, il n'y aurait pas eu de choc septique. Donc c'est vraiment dramatique d'en arriver là à cause d'une personne qui décide n'importe quoi et qui a votre vie entre ses mains. Et l'hôpital qui refuse, pardonnez-moi, et l'hôpital qui a refusé de reconnaître sa responsabilité, donc il y a eu des procès. Oui. Où en êtes-vous aujourd'hui de la procédure? La procédure, elle est en cours, elle est au pénal, elle est longue, il y a un médecin qui est mis en examen. Mais si je peux dire un mot sur ce médecin, c'est peut-être hors sujet, c'est peut-être pas bien de ma part, mais j'ai besoin de le dire. Ce médecin-là du samedi, moi, je lui conseillerais d'aller refaire ses études de médecine ou bien de changer de métier. Car cet homme, qui est responsable de mon état, de ma vie, est actuellement tranquille et exerce toujours son métier et peut commettre de nouveau de telles erreurs. Alors, il y a des médecins extraordinaires, comme le professeur Lantieri, qui font leur métier de manière remarquable, et plein d'autres. Et c'est grâce à cette médecine et cette classe de médecins que je vais pouvoir être réparée, bon, apparemment pas en France, et sauvée, parce que si un jour je retrouve des mains, je considère être sauvée. Donc il y a des médecins qui font des métiers et qui font leur métier de manière extraordinaire, mais il y en a d'autres qui tuent les gens. Et cet homme-là, qui s'occupait de moi le samedi, il a failli me tuer. Je suis en vie, mais avec 4 membres amputés. Et ça, je trouve ça inadmissible. Et c'est là que je pense qu'on devrait sanctionner plus lourdement les médecins responsables de telles catastrophes. Monsieur Lantieri, vous êtes un des plus grands représentants du plus grand hôpital d'Europe, avec votre service qui est réputé dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Madame Drey? Vous êtes là pour défendre, a priori, votre outil de travail et votre corporation. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, je n'aime pas du tout parler de corporation, outil de travail sûrement. Et défendre l'outil de travail, c'est-à-dire défendre la santé française. Nous avions le meilleur système de santé au monde en 1995, l'OMS disant en 2000, meilleur système, à la fois une médecine de très grande qualité et un système de santé qui permettait à tout le monde d'y avoir accès. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Priscilla est un exemple parmi tant d'autres que je vois régulièrement où on voit cette dégradation de plus en plus importante. Certes, nos chiffres sont encore bons parce que nous avons une population qui a des conditions sanitaires qui sont bonnes, avec une tradition qui est bonne, avec des médecins généralistes qui sont bons. Donc l'ensemble est encore bon. Mais ce genre de dysfonctionnements sont malheureusement de plus en plus fréquents et sont liés à une pression permanente d'activité où on fait tout, n'importe quoi parce qu'il faut mettre de l'activité dans les hôpitaux. Et finalement, le patient n'est plus au cœur de nos préoccupations. Nous devons remettre le patient au cœur de nos préoccupations et il faut aussi et d'abord avant tout qu'on remette les médecins au cœur de l'activité médicale et non plus ces administratifs qui nous disent tous les jours ce qu'on doit faire. Ce qui fait qu'on nous dit, on nous renvoie des tas de documents disant vous devez, on va pas juger le nombre d'infections, on va juger le nombre d'antibiotiques que vous avez consommé. On ne juge pas si vous faites correctement les choses au bloc opératoire, on juge est-ce que vous avez bien suivi la procédure qui est marquée au tableau. Pour dire l'exemple d'une checklist que l'on fait au bloc opératoire qui diminue les risques. Cette checklist, moi j'ai vu ça dans le New England Journal of Medicine il y a quelques années, c'est ça qu'il faut faire au bloc opératoire, tout le monde le fait et tout le monde devrait le faire. Aujourd'hui, quand vous posez une question à un interne, est-ce qu'il faut le faire? Il vous dit, ah oui, il faut le faire pour des raisons médico-légales. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser nous, les chefs de service, réellement diriger nos hôpitaux, nous avons eu des administratifs qui nous disent qu'il faut faire. Et l'exemple là, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette espèce d'oukase permanent de dire qu'il ne faut pas donner des antibiotiques a pratiquement tué
Madame Drey, et ça, c'est dramatique. Si je peux me permettre, je vous en prie, terminer Madame pour le Drey. CHU, parce que j'ai parlé du médecin. Il y a un autre médecin le dimanche aussi qui est arrivé à 19h, qui m'a laissé au service de la maternité. Bon, le CHU, ce qui est honteux dans cette histoire, c'est que la seule réponse du CHU, qu'ils sont capables de dire, c'est la faute à pas de chance, on a tout bien fait. Et donc, en gros, ils n'ont aucune responsabilité dans cette histoire. Moi, je veux dire quelque chose, dans la vie, on fait tous des erreurs, même les médecins en font. Mais le principal, c'est de les reconnaître. Et ce qui me choque dans mon histoire, quand on voit que le CHU et ses médecins sont responsables à 100% de ce qui m'arrive, ils ont encore le culot d'aller dire on a tout bien fait. Monsieur Lantieri, vous aussi, vous êtes victime de ce système, puisque l'activité de grève que vous réalisiez, vous rappeliez tout à l'heure que la France, et notamment vous, avec le professeur du Bernard, vous étiez les pionniers dans le domaine des grèves de visage ou des grèves de ventre. Cette activité-là, en France, est stoppée depuis 3 ou 4 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Avec l'espoir que ça reparte, ou finalement vous regardez à l'étranger pour voir si votre activité pourra se développer. J'ai la chance d'avoir des amis dans le monde entier qui m'invitent régulièrement pour que je leur montre, que je participe, ce qui me permet de continuer ma vie et de continuer ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire faire une médecine d'exception. Aujourd'hui, on ne nous demande plus de faire une médecine d'exception, on nous demande de faire une médecine standardisée. C'est une médecine low cost. Qui pourrait vous conduire à l'exercer à l'étranger ? J'ai eu des propositions qui ne m'ont pas forcément intéressé. Moi, j'espère qu'il va y avoir des changements de gouvernement, qui vont peut-être changer totalement de politique dans l'avenir. Oui, ça pourrait me conduire à l'étranger, ça c'est certain. Je dois avouer que le fait de ne plus pouvoir faire de greffe, ça maintenant, partir à l'étranger ou aller m'installer en ville ou faire autre chose, ça c'est quelque chose qui est très clair devant moi. À partir du moment où je ne peux plus faire cette fonction universitaire, de pouvoir reproduire cette médecine de qualité, je veux dire, dans ce domaine-là, comme aussi dans le domaine de la reconstruction mammaire, où j'ai amené en France une technique de reconstruction sans prothèse, alors qu'on a eu en France la crise PIP. Aujourd'hui, sur les reconstructions sans prothèse, en France, il y en a 500. Et en Belgique, il y en a 1400. Et pour un pays qui fait 11 millions, nous on fait 66 millions. Alors où sont les problèmes? C'est les problèmes de financement, tarification à l'activité pour l'activité. Tout ça n'a pas de sens. On a perdu le sens de ce que nous devons faire. On fait de la médecine à répétition, sans aucun intérêt, en oubliant qu'au final, le but, c'est la santé des patients. Ce n'est pas uniquement faire des économies et faire tourner les hôpitaux. Monsieur Lantieri, merci pour cette franchise. Madame Drey, merci d'avoir participé à cette émission. C'est une participation exceptionnelle. Je sais que votre parole est rare parce que vous n'appréciez pas le fait d'exposer souvent votre histoire. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.